Vingegaard. Pogacar peut pas y aller. Christophe Laporte. Wout van Aert qui part maintenant avec Jonas Vingegaard. Attaque de Marlou. Bonjour à toutes et à tous. Débrief de la 12e étape du Tour de France entre Roanne et Belleville en Beaujolais. Une étape de déglingo encore sur un parcours de baroudeur aujourd'hui, 169 km. Un débrief que je vais faire seul aujourd'hui. Les lieutenants sont au repos avant le triptyque de ce week-end, un triptyque avec dès demain le 14 juillet avec l'arrivée au Grand Colombier et puis l'arrivée déjà dans les Alpes avant la deuxième journée de repos lundi, le contre-la-montre du Tour mardi. Débrief sommaire un peu de cette 12e étape donc entre Roanne et Belleville-Beaujolais avec on va commencer directement par le podium de l'étape. Mon podium de l'étape aujourd'hui, c'est Cofidis, encore une fois Cofidis qui remporte une victoire d'étape encore une fois à l'offensive. Aujourd'hui, la Cofidis qui l'emporte avec Yon Izagirre. Après la victoire d'étape lors de la deuxième étape, c'était la victoire de Victor Lafay au début de ce Tour à San-Sébastien. Le deuxième point, c'est le départ d'étape. Un départ de zinzin encore une fois, où les favoris, les prétendants à l'échappée se sont livrés une énorme bataille pour arriver à cette forme finale de l'échappée où finalement on a eu une quinzaine de coureurs, 12-15 coureurs donc dans cette échappée qui s'est disputé la victoire à Belleville en Beaujolais. À 80 bornes de l'arrivée, c'était à peine une trentaine dans le groupe maillot jaune, on en parlera dans quelques instants. Et puis le troisième point, ça va être la Jumbo à l'avant qui tente de mettre des mecs à l'avant avec notamment Tige Benoît aujourd'hui qui était dans cette échappée. Et puis on parlera très vite fait des Français aussi qui figuraient dans cette échappée du jour. Le premier point donc, c'est la Cofidis avec cette victoire de Yon Izagirre, l'Espagnol, le Basque, 48 heures après Pello Bilbao. Alors on vous remettra la petite chanson qu'ils avaient enregistrée à la télé basque il y a quelques mois. Et la victoire de Yon Izagirre qui est quand même un très bon coureur du peloton, l'Espagnol, le Basque, 34 ans, qui cette saison avait réussi à prendre la 3e place du Tour du Pays Basque, qui avait gagné le Grand Prix Miguel Indurain et puis qui auparavant avait fait 21e de Paris-Nice. Yon Izagirre qui a quand même quelques courses à son actif dans les années 2010 quand même, vainqueur du Tour du Pays Basque en 2019, qui a remporté le Tour de Pologne en 2015, le Tour de Communauté de Valence en 2019, qui a déjà remporté des victoires d'étape sur la Vuelta en 2020, sur le Giro en 2012 déjà, ça remonte 11 ans, la victoire d'étape sur le Giro, et puis la victoire aussi sur le Tour de France. C'était en 2016 qu'il avait remporté une victoire d'étape sur le Tour de France alors qu'il avait le maillot de la Movistar. Yon Izagirre, c'est aussi la victoire de la Cofidis qui remporte son deuxième succès d'étape sur ce Tour de France après la victoire de Victor Lafay lors du deuxième jour, lors de la deuxième étape à San-Sébastien. Et c'est la concrétisation un peu du travail de Cédric Vasseur. On en avait parlé avec lui lors de la première semaine du Tour de France, on était allé le voir lorsqu'on était présent sur cette première semaine de la Grande Boucle. Cédric Vasseur, il nous disait l'effectif a pas mal changé, on arrête d'avoir ce complexe d'infériorité par rapport aux autres et on veut courir comme une équipe qui se pense capable de gagner les étapes. Et c'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui, parce que Yon Izagirre n'était pas tout seul dans l'échappée. Il avait aussi Guillaume Martin qui est normalement le leader de cette équipe, et Guillaume Martin qui au final prend la 7e place de l'étape. Guillaume Martin qui remonte à la 13e place du général à 8 minutes de Jonas Vingegaard. C'est pas le seul à faire un rapproché au général, il y a aussi Thibaut Pinot, mais on en parlera tout à l'heure. Et Yon Izagirre qui s'est montré le plus fort, tout simplement, dans cette étape où la décision s'est faite dans la dernière difficulté du jour, le col de la Croix-Rosier, un col de deuxième catégorie dont le sommet était à 28 km de l'arrivée. Ils ont repris Mathieu Van Der Poel qui s'était échappé auparavant, et puis Yon Izagirre a porté les stockades. Van Der Poel a tenté de le suivre, mais Yon Izagirre était vraiment le plus fort. Et bien derrière, Guillaume Martin a fait un peu le contrôle, le gendarme dans le groupe de poursuivants, où figurait Mathieu Burgodeau, Matteo Jorgensen, Tige Benoît, Tobias Aland Johannessen, Thibaut Pinot aussi dans
dans ce groupe de contre. Et donc Jan Izagirre s'est imposé avec 58 secondes d'avance sur Burgodo et Jorgensen qui se sont disputés la deuxième place. Vraiment cette équipe Cofidis qui fait plaisir à voir hein, dans ce Tour de France, avec des coureurs talentueux, une génération de coureurs qui percent et puis qui brillent tout simplement. Et on parle notamment de Victor Lafay, Rémi Rocha qui sont annoncés ailleurs en 2024. Le marché des transferts qui va s'ouvrir dans quelques jours, quelques semaines à peine, le 1er août, officiellement en tout cas. Les premiers contrats pourront être signés au 1er août, puisque en attendant ce ne sont que des discussions. Mais Jan Izagirre, lui, il est bien là avec l'équipe Cofidis et donc il remporte cette deuxième victoire d'étape dans sa carrière sur le Tour de France, la 4e sur un grand tour, on l'a dit, et donc la 2e de l'équipe Cofidis, une équipe avec un état d'esprit exemplaire. Et puis peut-être qu'on verra encore Brian Cocard dans les sprints en 3e semaine lors des rares occasions pour les sprinters. Et peut-être que d'autres équipes françaises devraient s'en inspirer un petit peu de ce que fait la Cofidis. Le deuxième point, c'est le départ d'étape. Encore une fois, dans une étape pour baroudeur, on l'a vu il y a 48 heures, lorsque Pello Bilbao s'était imposé. Il me semble que c'était à Moulins, à Issoire, voilà, entre Vulcania et Issoire. Le départ d'étape avait été dingue. Et bien encore une fois, on a vu un départ d'étape de déglingo, un départ d'étape de zinzin. Il a fallu 80 km à peu près pour que l'échappée du jour se forme. Des attaques de partout. On a même vu Vingegaard et Pogačar s'amuser encore une fois. On a vu les équipiers de Vingegaard, les équipiers de Pogačar aussi tenter. On a vu Adam Yates se rouler aussi avec Pogačar dans sa roue. Et puis donc il a fallu 80 km pour que l'échappée se forme à un moment donné où le peloton maillot jaune, peloton pour ce qu'il en restait, n'avait plus que une vingtaine de coureurs à peine dans ce groupe. On a vu notamment Thibaut Pinot faire le jump un peu à retardement, le français, mais qui a montré de belles pattes, franchement de belles jambes pour aller rattraper l'échappée qui s'était formée avec à peine une dizaine de coureurs devant. On va rappeler un peu l'identité de ces échappées du jour avec Izagirre, Burgodo, Jorgensen, Benoot, Johannessen, Pinot, Martin, Dylan Teuns, Ruben Guerrero. Il y avait Victor Campenarts aussi, Mathieu Van Der Poel, Julien Alaphilippe qui a tenté de boucher le trou, mais à retardement. Il y a lâché beaucoup de force. C'est force qu'il a lâché. Il l'a payé plus tard. Il y a aussi Andrei Amador qui était présent dans cette échappée du jour. Bon, c'est encore une fois une étape pour baroudeur. On l'avait vu à 48 heures au départ de cette étape-là. Alors Étienne, qui était avec moi dans le débrief d'hier soir, me disait, mais souviens-toi de cette étape où Simon Yates l'avait emporté. C'était l'an dernier, me semble-t-il, sur le Giro, une étape à peu près identique avec des cols de deuxième catégorie. Bon, là encore une fois, gros départ d'étape. On a vu, et c'est un peu aussi le marqueur du cyclisme moderne, c'est que le niveau s'est élevé, le niveau moyen des équipes s'est élevé, le niveau moyen du World Tour s'est élevé, et forcément, pour prendre des échappées, le niveau est de plus en plus élevé, et pour faire des différences, c'est vraiment à l'usure que ça se fait. C'est vraiment à l'usure, et pour une étape qui normalement est une étape un peu de transition, on retrouve des grimpeurs, ou des très bons punchers qui sont dans l'échappée. Thibaut Pinot, Guillaume Martin, Jan Izagirre, ce sont des grimpeurs. Mathieu Burgodo, c'est un puncher qui est en grande forme. Et donc, on a vu aujourd'hui des hommes très forts à l'avant. On a même vu Mathieu Van Der Poel, signe que ça va mieux quand même pour Mathieu Van Der Poel, qui était annoncé malade par son sprinter, son leader Jasper Philipsen hier lors de l'arrivée à Moulins. Il l'a confirmé au micro de France Télévisions puisqu'il était combatif de l'étape aujourd'hui, Mathieu Van Der Poel. Il était pas bien depuis 3 jours, ça va mieux aujourd'hui. Preuve en est, ça va mieux, il est toujours sur ce Tour de France, il a tenté, peut-être qu'il va se retirer du Tour à un moment donné, Mathieu Van Der Poel, peut-être qu'il ira pas au bout jusqu'à Paris. On regarde les profils des étapes à venir, demain Grand Colombier, un week-end alpestre, on va arriver à Saint-Gervais-Mont-Blanc dimanche, le contre-la-montre où ça va... contre-la-montre où ça va pas être simple mardi, arriver à Courchevel mercredi, arriver à Courchevel où ça va être compliqué, très compliqué. C'est arrivé à Courchevel, je regarde un peu, le col de la Lose, juste avant l'arrivée à Courchevel, il y aura aussi les saisies et le Cormet de Roseland. Alors de la 18e étape, alors là, arrivé à Bourg-en-Bresse, donc ça sera jeudi, ça sera un peu plus simple, ça devrait être
peut-être pour les sprinters. Vendredi arrivé à Poligny. Bon, ça va être peut-être pour des sprinters, certains sprinters qui arrivent à passer un peu les bosses, va y avoir sur des plateaux quelques dénivelés, et puis l'arrivée au Markstein le samedi, la veille de l'arrivée à Paris. Donc peut-être que Mathieu Van Der Poel, s'il ne se sent pas si bien que cela, il va se retirer du Tour de France. Ça va être à suivre, hein. Wout van Aert, on s'attend à ce qu'il se retire du Tour de France aussi à un moment donné, lorsque sa femme va accoucher. On a vu Fabio Jakobsen se retirer aussi, il n'a pas pris le départ de cette 12e étape. Fabio Jakobsen, le champion d'Europe, le sprinter néerlandais de la Soudal Quick-Step, qui n'était pas en forme, et donc la Soudal Quick-Step qui continue sans Fabio Jakobsen. A noter aussi aujourd'hui l'abandon de David de la Cruz qui a chuté, hein, tout comme Torsten Trein, encore le coureur de la Uno X qui a chuté. Allez, le troisième point dans cette étape du jour, c'est Jumbo Visma. Bon, va falloir qu'on comprenne un peu la tactique des Jumbo Visma, parce qu'avec un maillot jaune comme Jonas Vingegaard, Tige Benoît était dans l'échappée du jour, Wout van Aert a tenté, Vico Kelderman a aussi tenté. Est-ce qu'ils ont vraiment envie de contrôler la course? C'est un peu décousu, hein, leur tactique. On comprend pas trop. Jonas Vingegaard, après l'étape au micro de France Télévisions, il a dit que non, ça le dérangeait pas. Voilà, ça fait partie aussi du jeu d'équipe. Les coureurs peuvent tenter à l'avant, mais Tige Benoît, il va être utile, notamment dans les étapes alpestres qui vont arriver. Peut-être pas demain sur les pentes du Grand Colombier, où là ça va être une arrivée en bosse. Il y aura qu'un seul col dans la journée, et Tige Benoît, s'il n'est pas présent, il y aura peut-être du Van Aert, Van Hooydonk, il y aura les autres avec Kelderman, qui est Sepkus qui vont être là, et ce sont ces gars-là qui vont être les plus importants. Mais quand même, hein, ces efforts vont se payer à un moment donné. Donc on en revient un petit peu à ce qu'on avait vu dans la série Netflix avec Wout van Aert et Jonas Vingegaard, qui ont deux tactiques séparées. Wout van Aert veut gagner une étape. Ok pour Wout van Aert, mais Tige Benoît, le voir présent dans l'échappée et finalement ne pas se relever à un moment donné et rester dans l'échappée, bon, je m'interroge, je suis pas le seul à m'interroger, et sincèrement, cette tactique, j'espère que, pour la Jumbo en tout cas, désolé FP, mais j'espère que cette tactique ne sera pas préjudiciable donc pour la Jumbo Visma. Allez, un petit troisième point bis, c'est pour noter un peu les Français qui étaient dans l'échappée. Mathieu Burgodeau, deuxième de cette étape. Mathieu Burgodeau qui rapporte une nouvelle deuxième place, hein, pour l'équipe Total Energy, après la deuxième place de Pierre Latour dimanche dernier au Puy-de-Dôme, où Mathieu Burgodeau avait déjà signé un top 10, hein, en terminant 9ème. C'est la troisième étape qu'il prend, Mathieu Burgodeau, dans ce Tour de France, après l'échappée où Jay Hindley s'était imposé à la Reims dans les Pyrénées la semaine dernière. Mathieu Burgodeau qui a exprimé une énorme frustration, hein, après la ligne d'arrivée, lui qui avait manqué de peu une victoire d'étape sur le Dauphiné à Cré-Volant face à Georg Zimmermann qui avait terminé deuxième il y a 48 heures, preuve que passer par le Dauphiné, se montrer en forme sur le Dauphiné, même pour un gabarit de puncher, pour un profil de puncher comme Mathieu Burgodeau, c'est intéressant, c'est bien de pouvoir se montrer sur le Dauphiné. Et puis Mathieu Burgodeau, il a 24 ans, il a toute sa carrière devant lui, même si on lui dit ça, il sera pas d'accord, mais bon voilà, Mathieu Burgodeau, c'est vraiment un très très bon élément, hein, de la Total Energy. L'année dernière, il avait déjà pris un top 10, hein, sur le Tour de France, 9ème de la 16e étape à Foix. Mathieu Burgodeau qui dispute son troisième Tour de France après les Tours de France 2020, 2022 et donc le troisième cette année en 2023, le gamin de Noirmoutier. Un autre coureur qui a brillé aujourd'hui dans l'échappée, c'est Thibaut Pinot. Thibaut Pinot, il va de mieux en mieux. Il est sorti du Tour d'Italie avec une 5e place, le maillot de meilleur grimpeur. Et Thibaut Pinot, il fait 6ème de l'étape aujourd'hui. Il se replace au classement général à la 10e place, juste derrière David Gaudu. On fera le point sur les classements juste après. Et Thibaut Pinot, sincèrement, il monte en puissance. Il est très intéressant. Alors quand je dis qu'il monte en puissance, il avait fait 4ème de la première étape à Bilbao, mais il avait un peu lâché à Saint-Sébastien, et puis dans les Pyrénées aussi, il avait un peu lâché un contre-coup peut-être pour Thibaut Pinot, et puis là progressivement il remonte à la 10e place aujourd'hui après cette étape à Belleville-en-Beaujolais. Bon, après la ligne d'arrivée, il a dit non, moi le général ça m'intéresse pas, le but c'est les étapes et aider David Gaudu
Donc voilà, pour le futur néo-retraité Thibaut Pinot à 33 ans qui vraiment se bonifie, hein. C'est comme le bovin, ça se bonifie avec l'âge, avec les étapes. Et Thibaut Pinot, il est passé très près, hein, 2 reprises de deuxième place sur le Giro en mai dernier. Il aura faim de victoire, peut-être, hein, dans les Alpes. Il aura peut-être un bon de sortie, hein, de la part de la Groupama FDJ avec David Gaudu qui a lui terminé, hein, dans le peloton en compagnie, hein, de Valentin Madouas, 24e 25e de l'étape. Gaudu et Madouas, le peloton qui a terminé à 4-14 du vainqueur Yon Izagirre. Et puis on va quand même en parler, Julien Alaphilippe, encore une fois, il était dans l'échappée et puis il n'est pas arrivé, Julien Alaphilippe, et ça fait mal au cœur de le voir comme ça, de le voir tenter parfois à contre-coup. Il a plus la même force dans les jambes pour faire la différence. Et bon, voilà, on l'a vu tellement fort, Julien Alaphilippe, que de le voir comme ça, c'est... Ouais, franchement, ça fait pas plaisir, mais bon, on espère pour Julien Alaphilippe que ça va aller de mieux en mieux. Il retentera, de toute façon, et puis maintenant que la Soudal Quick-Step n'a plus Fabio Jakobsen, ça va être tout pour les coups, tout pour les échappées. Et puis Alaphilippe, il va s'y retrouver, peut-être qu'il va nous gagner une étape en montagne en 3e semaine. Lui qui prépare aussi un petit peu le championnat du monde qui arrive à Glasgow début août. Donc Julien Alaphilippe, voilà pour son classement du jour. Je vais vous le retrouver tout de suite. Julien Alaphilippe qui s'est laissé décrocher, hein, 83e à 18 minutes du vainqueur Yon Izagirre, une fois qu'il a été lâché à une bonne quarantaine de kilomètres de l'arrivée. Il n'a pas cherché à s'accrocher, il s'est laissé tranquillement partir vers l'arrière, repos, et puis ensuite on verra dans les prochains jours. Aïe aïe aïe, attention Philippe, le parapet. Allez, le point classement de la journée avec donc la victoire du Basque Yon Izagirre, l'Espagnol, le Basque qui s'impose avec donc 58 secondes d'avance sur Mathieu Burgodo et Matteo Jorgenson, qui se sont fait le sprint. Burgodo et Jorgenson pour la 2e place. Tige Benoot est sorti dans le final pour prendre la 4e place à 1,06 d'Izagirre. Tobias Haaland Johannessen 5e de l'étape. Le Norvégien, ancien vainqueur du Tour de l'Avenir, c'était en 2021. D'ailleurs, le podium du Tour de l'Avenir en 2021, c'était qui ? C'était devant Carlos Rodriguez et Filippo Zana. Filippo Zana, hein, on connaît, ancien champion d'Italie. Et puis Carlos Rodriguez qui au classement général est plutôt pas mal, hein. Il est 4e du jour. Tobias Haaland et Johannessen qui donc avait déjà pris, hein, une place d'honneur sur ce Tour de France. C'était la 3e place à Cauterets. Tobias Haaland et Johannessen, le Norvégien qu'on va encore voir à l'avant, lui qui est dans l'équipe Uno X, équipe invitée, la 5e place donc pour Johannessen. Thibaut Pinot, Guillaume Martin 6 et 7, Tons Guerrero, Campenars 8, 9, 10. Maxime Van Gils règle le sprint du peloton des favoris pour la 11e place à 4 minutes 14 d'Izagirre, juste devant Tadej Pogacar qui s'est fait le petit sprint. Jonas Vingegaard était à l'affût, 16e. Ils étaient une quarantaine, hein, dans ce peloton de favoris. Derrière, Gruppetto, tranquille. Le dernier concurrent de ce peloton maillot jaune, c'est Gorka Izagirre, le frère de Yon Izagirre d'ailleurs, qui termine 48e. Et puis derrière, 53e place, 5 places derrière. On est déjà à plus de 11 minutes. Voilà, les premiers pelotons Gruppetto donc se sont formés. Repos, tranquillement, on va voir plus tard. Classement général, ça ne change pas pour les 9 premiers. Vingegaard devant Pogacar, Hindley, Rodriguez, Bilbao, les frères Yates, Adam Simon, Pidcock, Gaudu et donc Thibaut Pinot qui avait pris 2 secondes de bonif aussi au sommet du col de la Croix-Rosier, me semble-t-il. C'est ça, il prend la 3e place derrière Yon Izagirre et Matteo Jorgenson au classement général. Donc Thibaut Pinot qui vient s'intercaler entre Gaudu et Sepkus au classement général à 6,33, allez, à 32 secondes derrière Gaudu, 6,33 de Vingegaard. Guillaume Martin remonte à la 13e place. Le classement par points, ça ne change pas. Jasper Philipsen en tête devant Mats Pedersen. Eh ben oui, pourquoi ? Parce que Mats Pedersen, il est passé en tête du sprint intermédiaire aujourd'hui, il était présent dans l'échappée, le Danois, à 1 point maintenant devant Brian Coquard au classement par points. Classement de la montagne, maillot à poids, Tobias Haaland Johannessen grimpe à la 2e place, il revient à 16 points de Nason Poles qui est toujours en tête de ce classement de la montagne. 3e Félix Gall, 2 points derrière Johannessen. Le classement numérique, ça ne change pas, c'est toujours Pogacar devant
Rodriguez, Pidcock et Félix Gall. Le classement de la meilleure équipe, pas de changement. Le classement de la meilleure équipe, Bahreïn Victorious en tête. Devant Ineos et Jumbo Visma, une 52 d'écart entre ces trois équipes. T'es grand aujourd'hui. Allez, l'étape de demain. Bon, l'étape de demain, c'est le 14 juillet, c'est le Grand Colombier. Écoutez bien. Voilà, on tourne les pages. Voilà, le profil du jour, donc, avec cette étape entre Châtillon-sur-Chalaronne et le Grand Colombier, le sommet du Grand Colombier. Bon, la distance 137 km,8 sans compter le départ fictif. On aura un sprint intermédiaire en bosse à Hauteville-Lompnes après 87 km. Bon, en clair, pendant 74 km, c'est tout plat. On va grimper pour aller chercher le sprint intermédiaire. Ça va grimper légèrement, ça va être un faux plat montant, mais ça pourrait être une petite côte de 3ème catégorie, ça pourrait être une côte de 3ème catégorie répertoriée, mais ça ne l'est pas. Le sommet de cette bosse est à je calcule en même temps 45 km de l'arrivée. Ça va redescendre pour aller chercher Artemar et puis Culose, le pied de cette ascension du Grand Colombier. On connaît bien le Grand Colombier, 17 km et demi à 7% de moyenne. 7% de moyenne. Je tourne la page pour avoir le profil donc de cette ascension du Grand Colombier, avec un pied où ça va directement être dans des pentes à 7% de moyenne, et puis ensuite les 2e et 3e kilomètres à 9,4, 8,4% de moyenne. On aura des passages à 12% au tiers de cette ascension, et puis ensuite juste après la moitié de cette ascension à 12% aussi, et puis les dernières rampes dans les derniers kilomètres, ça va être après un replat on va dire à 4 bornes de l'arrivée. Ça va aller sur du 7,5%, 6% encore une fois, et puis les derniers hectomètres à 10% de moyenne. Donc pour cette arrivée, les 500 derniers mètres à 10% de moyenne pour cette arrivée au sommet du Grand Colombier. 14 juillet, est-ce que ça veut dire qu'on va avoir des Français briller ? Eh bien, tout va dépendre un peu de ce que vont vouloir laisser les équipes de leaders qui vont se disputer ce Tour de France, c'est-à-dire Jumbo Visma et UAE. Est-ce qu'ils vont laisser une échappée se former ? Ça va être du plat, vraiment que du plat. Donc, c'est-à-dire que les grimpeurs, pour prendre l'échappée, ça va être un peu plus compliqué. Et allez, on va dire que demain, ça va être pour les favoris. Et qui dit pour les favoris, dit peut-être aller un Tadej Pogačar un peu dans le même profil que le Puy-de-Dôme, c'est-à-dire avec peut-être une attaque, mais pas de grands écarts dans cette montée du Grand Colombier. On sait qu'il fait chaud là-bas dans l'Ain en ce moment. On va voir ce que ça va donner. Allez, de toute façon, entre Pogačar et Vingegaard, ce sont les deux favoris. Je vois pas un second couteau entre guillemets, c'est-à-dire un Hindley ou un Yates pouvoir profiter d'un certain attentisme, parce que si ça monte plein badin, ça va être compliqué d'aller les chercher. Il y aura peut-être une bataille pour la 3e place, tout simplement de cette étape. Mais les favoris du Tour devraient se disputer. Tadej Pogačar qui est très 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 légèrement favori de cette étape, donc avec arrivée au Grand Colombier le 14 juillet. Merci de nous avoir écoutés sur Vélo Podcast. Merci de m'avoir écouté. Un débrief tranquillement. On était en tête à tête pour ce débrief donc de la 12e étape du Tour aujourd'hui entre Roanne et Belleville en Beaujolais. On se retrouve dès demain pour le débrief de la 13e avec donc cette arrivée au Grand Colombier. Ça y est, le triptyque alpestre, on va dire, avant la 2e journée de repos. C'est parti donc pour cette fin de 2e semaine du Tour de France. Bonne soirée à toutes et à tous à l'écoute de Vélo Podcast, ou bonne journée si vous nous écoutez le matin. Ciao ciao.